Alors, pour fixer les idées, on va parler d'énergie et de pic d'énergie dans tous les domaines. On va regarder quelle est la consommation mondiale d'énergie depuis 1860. Ça fait à peu près un siècle et demi. Bon, on s'aperçoit, alors, c'est les énergies primaires, hein. Il y a à peu près 5 types d'énergie primaire, vous les voyez. Bon, il y a le nucléaire, l'hydroélectricité et les ENR. ENR, ça veut dire renouvelable. Le gaz, le pétrole et le charbon. Je me basculerai un peu comme ça parce que sinon les gens qui sont juste derrière moi là verront. Ça, on voit qu'en 1860, bon, l'humanité, qui était quoi, on était 1,2 milliard à l'époque, on n'était pas très nombreux, consommait peu d'énergie. C'était le début de la grande croissance, puisque on voit la croissance, là j'ai un pointeur, vous voyez, attention, il ne faut pas se mettre ça dans les yeux. Hein. Vous voyez que ça monte tout doucement. Et puis on peut dire, après la Seconde Guerre mondiale, là, vers les années 50, la pente est beaucoup plus forte. Là. Les gens ont eu soif d'énergie, quoi. Depuis 60 ans. Là, on a consommé énormément. Alors, quelles énergies? Donc, il y en a 5 des énergies primaires. Eh bien, on va les prendre une par une. Alors, le charbon, là, c'est 2005. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à la tête, là? Là, c'est l'année 2005. Là, c'est l'année 2000. Bon. Eh bien, on voit le charbon. Alors, vous avez là la proportion du charbon dans la consommation mondiale en 2005. Hein. Alors, le charbon, c'est à peu près 24-25% de l'énergie du monde. Quand on parle d'énergie, un quart, c'est du charbon. Alors, après, la grande énergie du monde, c'est celle-là, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est 37-38% de l'énergie du monde. C'est vraiment la grosse énergie. Après, vous avez le gaz, là, qui fait à peu près 21-22% de l'énergie du monde. Donc, si on résume ces trois-là déjà, charbon, pétrole, gaz, vous avez à peu près 85% de l'énergie du monde, c'est gaz, pétrole, charbon, les fossiles. Donc, c'est des trucs qu'on va extraire de la terre. C'est ça qui est très important. Alors, le reste, ici, là, c'est l'hydroélectricité et puis ici, le nucléaire. Ça compte pratiquement pour du beurre. Hein. C'est l'hydroélectricité, à 85%, il reste 15%. C'est à peu près 7,5 chacun. Disons, l'un 7 et l'autre 8, peu importe. Hein, disons, 8 pour l'hydroélectricité et puis les renouvelables. Mais en fait, les renouvelables qu'on connaît, nous, hein, les renouvelables, les éoliennes, le photovoltaïque, le solaire thermique, comme ça, c'est beaucoup moins que 1%. Hein. Autrement dit, c'est là que je provoque nos amis écolos qui sont dans la salle, enfin moi-même je suis écolo, il ne faut pas croire qu'on va s'en tirer avec les renouvelables. C'est une illusion presque complète en disant « ouais, mais si on fait un effort sur les renouvelables, ça va remplacer le nucléaire, le charbon... » Non, non, non. On aurait pu le faire il y a 40 ans, si on avait fait un gros effort. Et maintenant, pour des raisons historiques qu'on va voir, il est trop tard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas en faire, mais ça sera beaucoup plus difficile. Bon, et puis alors le nucléaire, quoi, c'est 6-7%, c'est presque rien de l'énergie du monde. Donc on ne va pas s'en tirer avec le nucléaire non plus. Bon, ça c'est pour fixer les idées. Alors maintenant, première partie réelle. Ah oui, alors non, là c'est un petit... Bon, vous voyez cette surface en vert là qui vient d'apparaître. C'est la consommation totale d'énergie du monde, toutes énergies confondues, entre 1900 et 1950, sur un demi-siècle. La surface en vert, c'est la consommation d'énergie sur un demi-siècle. Et maintenant, regardez bien, mais je pense que ça ne dure pas très longtemps, il va y avoir un flash sur la colonne de droite, là. Hop là, vous l'avez vu? Et il disparaît. Pouf, là, voilà. Alors, cette colonne qui a apparu et qui a disparu, tel un fantôme, c'est la même surface que le petit presque parallélépipède vert qu'on a vu tout à l'heure. Autrement dit, entre 2000 et 2005, pendant 5 ans, le monde a consommé autant d'énergie que pendant les 50 premières années du XXe siècle. Vous voyez à quel point ça croît, quoi. On a soif d'énergie. On ne peut pas vivre sans énergie. Énergie primaire. Et essentiellement les énergies fossiles. Le charbon, le gaz et surtout le pétrole, qui est la grande énergie du monde. Bon, ça c'est pour fixer les idées. Alors on continue. Donc première partie, rapidement, et pour fixer l'idée, qu'est-ce que c'est que les pics de Huber? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ça c'est le pétrole. Ça c'est le pétrole. Le pétrole, alors la barre là, qui en principe représente l'année 2009, elle n'est pas très bien placée, peu importe. L'année 2009, donc c'est l'an prochain, même peut-être cette année, on n'est pas à une année près. À gauche de la barre, c'est tout ce qu'on voit ici, c'est les statistiques avérées
de ce que le monde entier a consommé comme pétrole depuis combien là 1930. Alors là aussi, les unités là, c'est des milliards de barils. Dans le pétrole, c'est pas en mégatep qu'on réfléchit, c'est en milliards de barils. C'est comme ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la forme de la courbe. C'est pas les unités et les chiffres réels. C'est extrêmement possible. Hubert, qui était vraiment un gars savant, a théorisé le fait que pour les ressources fossiles, les ressources on peut dire non renouvelables, tout ce qu'on extrait de la Terre, eh bien, presque toutes les courbes de consommation mondiale présentent un profil qu'on peut dire en cloche. Si on... Bon, c'est pas une cloche parfaite, là, mais vous voyez qu'on démarre là comme ça monte, et puis ça redescend. Alors là, on va jusqu'à 2050, mais après, ça descend comme ça. C'est une espèce de cloche. Alors, on reverra ce profil dans d'autres domaines que simplement le pétrole. Là, c'est pour le pétrole. Et donc, le problème important, c'est de savoir à quel moment on dépasse le maximum de production, le maximum de consommation, et à quel moment on commence à décliner. On pourrait dire à quel moment on commence à décroître la consommation de pétrole mondial. Alors, d'après les gens de l'ASFO, la Colin Campbell, bon, peu importe, c'est aujourd'hui. C'est pas en 2020, c'est pas en 2030, c'est pas en 2040. C'est aujourd'hui, en 2008 ou en 2009. Moi qui suis évidemment très prudent, je mets 2009 plus ou moins 3 ans. Et plus ou moins 3 ans, il y a des gens qui disent, par exemple, en fait, c'est pour le pétrole conventionnel, ça a commencé en 2005, il y a 3 ans déjà. On s'en aperçoit, on va voir quelques diapositives. Donc voilà, alors là je ne fais pas le baratin de toutes les touches parce que ça serait trop long. Pour ceux qui s'intéressent, on le fera si vous voulez. Bon. Mais alors l'important c'est de dire qu'on est au sommet du col. Un peu comme dans le Tour de France, on a monté le Tourmalet ou le Galibier ou ce que vous voulez, et puis on va... Oui, monsieur. Comme il y a un secret d'État, c'est Éric Laurent qui le dit sur les réserves du Moyen-Orient, comment on sait, comment on fait? Ce sont des estimations, c'est pourquoi j'ai marqué 2009 plus ou moins 3 ans. La géologie n'est pas une science exacte. Ça n'est pas une science exacte comme la physique par exemple la chute des corps, là vous voyez, je recommence. Ça marche depuis 5 milliards d'années sur Terre et à tous les coups. Voilà. Ça c'est la chute des corps, c'est la loi de la gravitation universelle, Newton, c'est imparable. 2 plus 2 égale 4, c'est imparable aussi. La géologie, c'est une science naturelle, mais qui a quelques incertitudes, notamment parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a comme réserve dans le sous-sol. D'autant plus que, vous avez raison monsieur, les pays du Moyen-Orient ne disent pas exactement, ils trichent complètement, c'est des menteurs. Hein. L'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, c'est des gros menteurs, pire que Chirac. Il faut voir. Mais enfin quand même, on a des estimations parce qu'il y a quand même maintenant des méthodes géophysiques assez subtiles. On fait par exemple des estimations de réservoirs quadridimensionnels, hein, où on sait repérer, un peu comme on repère les bancs de poissons, et du coup évidemment il y a une déplétion des bancs de poissons, hein, je sais pas, le lieu ou la morue, etc. On peut repérer, bon, enfin on sait faire des choses très bien en géologie, donc il y a des estimations, il y a des controverses sur les estimations, mais bon. Et donc, c'est pas demain, c'est demain matin, et c'est même aujourd'hui. Alors, c'est la première diapo pratiquement qu'on voit, ou la deuxième. Rien que ce seul fait, la baisse imminente de la production et de la consommation de pétrole, on peut estimer que la production, chaque année, la production est égale à la consommation. On produit du pétrole, enfin on l'extrait, en réalité c'est pas une production, c'est une extraction, et on le consomme. Eh bien, du fait que ça va baisser, pour le monde entier, notre vie va totalement changer. Et là, je vais essayer de peser mes mots. Elle va totalement changer notre vie dans tous les domaines, pour tous les secteurs et sur tous les continents. Personne ne pourra échapper au pic de Hubert, au peak oil, comme on dit là. Voilà, le pic de pétrole. Personne. Parce que, en fait, tout le monde ou presque, pas tout le monde, mais disons, les gens comme nous, les gens des pays de l'OCDE, quoi, 1,5 milliard d'habitants des pays riches, quoi, les gens comme vous et moi, eh bien, on ne peut pas vivre sans pétrole. Le pétrole est une drogue dure, à accoutumance extrêmement longue, ça fait un siècle et demi pour qu'on a cette drogue dans... Alors, je vais vous citer 2 proverbes saoudiens. Le premier, le proverbe saoudien, mais le deuxième, ce sera pour la fin, parce qu'il est plus rigolo. Le pétrole, c'est le sang noir du diable. C'est à la fois
un ensemble de molécules merveilleuses où on fait des tas de choses. On fait ce stylo, on fait mes fringues, on fait le plafond d'ici, on fait tout ce qui est venu ici est venu avec des véhicules à moteur thermique, donc avec du pétrole, enfin les rideaux, les plastiques, les médicaments, les ordinateurs, ça typiquement, etc. En fait, le pétrole est partout dans notre vie. On ne peut pas vivre sans pétrole. Impossible. Donc il y a vraiment un problème d'addiction très long, et donc quand ça va baisser, alors qu'évidemment on va le voir, de plus en plus de gens veulent de plus en plus de pétrole, ça va secouer très sérieusement. Jusqu'à présent, là avant, il y avait des petits chocs comme ça, mais jusqu'à présent, quand les gens voulaient plus de pétrole, quand la demande augmentait, on ouvrait les robinets, il en coulait plus. Mais maintenant, pour une raison géologique, là j'ai mis numéro 1, parce que ça n'est que le tiers du problème. Il y a 2 autres tiers encore plus dramatiques. Mais pour les raisons géologiques, là, vous ne pourrez rien faire contre la géologie. C'est un peu comme, vous vous souvenez de la... C'était une sorte de feuilleton, là, sur je ne sais quelle antenne, là, comment ça s'appelle, les Shadocks. Les Shadocks, alors ils pompent comme ça. Et là, vous avez beau pomper du pétrole, ben, il en coule moins. Il en coule moins parce qu'il y en a moins, c'est pas renouvelable. Donc, à un moment, il n'y aura plus de pétrole. C'est pas renouvelable. Donc, ça met 100 millions d'années avant de se renouveler. Alors bon, ça sera pas là. Bon, donc ça c'est la première diapo pour vous montrer qu'il y a un problème géologique, c'est que très bientôt, et même aujourd'hui, la production commence à décroître. Alors, bon, une petite minute si on a le temps. Voilà une des méthodes qu'a utilisé Hubert, mais c'est une méthode, bon, je vais donner l'idée intuitive. Il s'est dit, ben, avant de produire du pétrole, de l'extraire, il faut le trouver. Ah oui, parce que ça ne se trouve pas comme ça. Et alors, il a fait la même courbe, mais non pas des productions de pétrole, mais des découvertes de pétrole. Vous voyez, c'est les découvertes, moins la consommation, année après année. Combien j'ai découvert de pétrole en 1950, et combien j'en ai consommé, et je soustrais de ce que j'ai découvert, ce que je consomme. Alors on voit que, là aussi, à part pendant les années 39-40, là où les gens avaient autre chose à faire, on n'a pas fait beaucoup de découvertes de pétrole. Il y avait des circonstances absolument dramatiques, donc bon. Mais si on enlève ce drame historique, bien entendu, on voit que là aussi c'est une courbe en cloche. Là je parle des découvertes, c'est pas l'extraction. Vous voyez que la cloche, enfin à part ces années-là, elle fait comme ça, là, elle monte comme ça, et puis elle redescend comme ça. Et on voit que le pic de Hubert, non pas de la production de pétrole, mais des découvertes, moins la consommation, c'était il y a plus de 40 ans maintenant, c'est vers 65. C'est ici, là, qu'il y a eu le pic. Le pic des découvertes, moins consommation. Et en 1982 à peu près, donc ça fait maintenant 25 ans, on commence à découvrir moins de pétrole qu'on en consomme. Alors là, on a été jusqu'à l'année 2000, mais en fait, on est en 2008, donc par là. Et maintenant, à peu près le rapport, c'est que on découvre un baril de pétrole pendant qu'on en consomme 5. Alors évidemment, ce n'est pas une situation durable. Vous ne pouvez pas vivre une économie mondiale en consommant plus que ce que vous découvrez. C'est impossible. Alors évidemment, on a des stocks encore, donc on peut tenir quelques années, mais ça décroît. Ça va décroître. Alors lui, ce qu'il a fait, Hubert, il a dit, bon, puisqu'il y a déjà eu un pic, disons vers 62-63, il suffit de translater à peu près 45 ans et on a le pic de production. C'est l'idée intuitive, c'est plus savant que ça, mais bon. Alors, peu importe. Alors, continuons. Alors, vous allez me dire, oui, mais le pétrole, il n'y a pas que le pétrole dans la vie. D'abord, c'est puant, c'est sale, ça fait des gaz à effet de serre, c'est pas bien du tout le pétrole. Et si on utilisait le gaz, vous connaissez la pub de Gaz de France, là, alors on voit des gens dans des bulles, là. Et si, vous connaissez la pub de Gaz de France. Ça a l'air sympa, quoi. Et puis alors, la cuisine au gaz, c'est mieux quand même que la cuisine électrique, tout ça. Mais voilà, alors ça c'est la même diapo que tout à l'heure, mais en noir et blanc. Et puis au-dessus, vous avez rajouté le gaz. Le gaz, c'est ça. Avec le gaz, un autre type de gaz, disons le gaz non conventionnel, peu importe. Tout ça, c'est du gaz. Donc vous rajoutez le gaz sur le pétrole. Et là, vous avez pratiquement, on dirait 38, vous avez pratiquement plus de 60% de l'énergie du monde. Eh bien, vous voyez, si le pic de pétrole est vers 2009, le pic de gaz est vers 2012. Vous allez gagner quoi 2, 3, 4 ans. Alors là aussi, il y a une incertitude, on n'est pas à un an près. Mais c'est pas 2030. C'est bientôt. C'est très bientôt. Donc, l'espoir de dire on va substituer le gaz au pétrole parce que c'est plus propre, ça fait moins de gaz à effet de serre, c'est plus sympa et tout, ça ne marche pas. Vous gagnez 2, 3, 4 ans, mais vous ne résolvez pas du tout le problème.
Bon, les gens disent, bon, bah d'accord, on va s'emmerder. Ça va décroître, enfin, on voit la décroissance, de l'ensemble. Après le pétrole, le gaz. Bon, alors qu'est-ce qui reste comme énergie? Ben, on les a vus tout à l'heure, il y a les énergies, il y a le charbon. Mais bien sûr, on a plein de charbon. Ah non, alors ça, c'est encore un... Qu'est-ce que ça dit? La pile de pétrole. Oui, c'est une petite, pile d'hydrocarbures. Vous voyez que le pic de pétrole est en bleu, là, bon, et puis le pic des hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole plus gaz, bon, c'est quelques années après, vous n'avez rien gagné, quoi. C'est comme, je sais pas, c'est comme Barnier qui a donné, bon, 110 millions, là, aux marins pêcheurs, bon, pour les calmer un peu, on aura quelques millions, et puis dans 6 mois, ça va recommencer, dans 3 mois. C'est la politique de gribouille, ça. Bon. Alors maintenant, on dit, oui, mais il y a du charbon, le charbon, on a plein de réserves de charbon. Et les gens qui sont de bonne foi, non, la plupart sont de mauvaise foi, elles disent, on a encore pour 2 siècles de réserves de charbon. Ah bon, on a le temps, le charbon. Alors évidemment, n'est-ce pas, Véronique? Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle vient de Seine-et-Marne. Tu connais tout par cœur, Véro? Bon, d'accord. Alors les gens disent, oui, on a encore 200 années de réserve de charbon. C'est totalement idiot de dire ça. Il faut jamais... Même les gens disent aussi on a 40 années de réserve de pétrole, 70 ans de réserve de gaz. Ce qui compte n'est pas évidemment la dernière goutte de pétrole ou le dernier mètre cube de gaz ou le dernière tonne de charbon. Combien, si on dit par exemple il y a 40 années de réserve de pétrole, combien vaudra, donc disons ça sera vers 2048, il n'y aura plus de pétrole. Combien vaudra le baril en 2048? 1 milliard de dollars? Donc ça n'a aucun sens, ni économique, ni géologique, ni écologique, c'est ridicule. Ce qui compte, c'est le passage du pic. C'est le moment où ça décroît et où tout le monde en veut. Ça compte. La dernière goutte, ça sera sans doute dans un avion militaire américain dans les années 2040. Ah bah c'est sûr. Bon. Alors le charbon. Alors le charbon, bon je ne veux pas faire trop de géologie élémentaire là, mais le charbon c'est pas comme le pétrole ou le gaz, il y a différents types de charbon. Disons que, comme d'habitude, l'humanité s'est précipitée là où c'était le plus facile à extraire et le meilleur charbon. On va toujours là où c'est le plus facile. C'est comme pour le pétrole. On va d'abord là où il est plus facile à extraire, plutôt qu'on allait s'emmerder, je sais pas, en Alaska où il fait froid, où le génie civil est très difficile pour forer, etc. Alors le charbon c'est pareil. Le meilleur charbon, bien sûr, vous vous en souvenez, c'est l'anthracite. Ça c'est du bon charbon. L'anthracite c'est du charbon sérieux. On s'est précipité là-dessus, en Afrique du Sud, en Pologne, en France, en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, en Chine, les grands pays charbonniers. Et puis on a presque tout brûlé, hein, parce que ça a commencé au XVIIIe siècle, même en Angleterre. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste du charbon qui est moins bon. Il reste ce qu'on appelle lignite. On voit la lignite là. Voilà. Moi je vois pas très bien, un peu à toi. Et puis vous avez les charbons qu'on appelle sous-bitumineux. Alors vraiment, c'est presque de la tourbe, c'est dégueulasse. D'abord, alors au point de vue effet de serre, là, ça turbine. Hein. Ah là, ça fait exploser l'effet de serre. Et en plus, disons que la qualité, il n'y a pas que les quantités qui sont, il y a la qualité aussi. La qualité du charbon qui reste est moins bonne que l'anthracite. Et notamment, on peut appeler la densité énergétique, c'est-à-dire pour une tonne d'anthracite, c'est très puissant. Une tonne de lignite ou une tonne de tourbe, bon, c'est 4 fois moins puissant. Vous faites 4 fois moins de chaleur avec une tonne de lignite qu'avec une tonne d'anthracite. Donc c'est du mauvais charbon. C'est un peu comme le pétrole. On a vu avec la courbe du pétrole, celui qui reste, c'est le plus mauvais, c'est le charbon, le pétrole lourd, le pétrole visqueux, le pétrole soufré, le pétrole qui a des métaux, enfin, le pétrole dégueulasse. C'est celui-là. On va d'abord, évidemment, là où c'est le plus facile et qui rapporte le plus. L'humanité a toujours fait pour ça, comme ça, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Bon, alors donc, quand est-ce que ça va arriver? Alors ça dépend du type de charbon. Si vous voulez que l'anthracite, vous voyez que l'anthracite, alors c'est en... On regarde. Disons que c'est à peu près ici, là. On aura un pic vers 2020, là. 2020, quoi, bon, 2020. Encore que là, c'est par pays, hein, c'est par grand pays. Mais en fait, le pic, tout charbon confondu, toute la houille confondue, y compris, alors on compte pas la tourbe quand même, on va pas la compter comme charbon. Mais lignite, oui. Le pic est vert, oui, et c'est un pic un peu plus mou, là. Ah, bon, ça baisse, mais plus long. C'est vers 2030, 2035. On n'est pas à quelques années près, c'est pas une science exacte, encore une fois, mais c'est pas en 2200, c'est dans 25 ans.
Non, on tient compte de la demande. On tient compte d'une croissance de la demande dont on va voir d'ailleurs les prévisions par une agence très connue, qui ment effrontément, mais elle est très connue. Voilà. Bon, donc le charbon, on en a encore. Plus on va en brûler, plus ça va être dégueulasse pour l'effet de serre. Mais ça va finir par dépléter aussi. Alors dépléter, ça veut dire que ça va décroître. Le mot déplétion est le même que, pour ceux qui s'intéressent à toutes ces... Là, il y a souvent des sources. Vous pouvez aller voir, vous faites Google, la Energy Watch. C'est un groupe de savants allemands qui a sorti ça vers 2007, l'an dernier. Bon, des études très sérieuses, hein. Bon, c'est très techno. Hein. Juste une question. Oui. Ça prend en compte le fait qu'il n'y a plus de pétrole ou pas? Ah non, c'est uniquement pour le charbon. Le charbon, avec la demande d'augmentation de consommation de charbon. Mais cette demande a pris en compte le pétrole? Non, c'est énergie primaire par énergie primaire. Alors, si on n'a pas, disons, mixé le tout. On va le voir tout à l'heure, le mix. Alors là, là vous allez voir, c'est bien plus grave que ça. On va le voir. Vous inquiétez pas. Non, il y a une espèce de progression de mise en scène dramatique, là. Là, pour le moment, c'est calme. Personne n'est encore évanoui, mais vous allez voir. Question ici. Oui. Est-ce que ça prend en compte l'émergence de la Chine et de la... Oui, bien sûr. Oui, ça prend en compte des prévisions. Bon, plus ou moins les prévisions, comme disait Woody Allen, les prévisions c'est très difficile, surtout pour le futur. Et donc, ça prend en compte des prévisions de consommation. Oui. Y compris la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, tout ce qu'on appelle pudiquement les pays émergents, qui n'émergeront jamais d'ailleurs. Hein. Jamais ils iront comme nous, jamais, pour des raisons matérielles. C'est sûr. Bon, alors donc le charbon, on gagne 25 ans pour le pic de charbon, mais ça se rapproche quand même. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste l'uranium. En France, surtout, les pro-nucléaires disent, écoutez, bon, d'accord, non, les fossiles, c'est pas bien parce que ça fait l'effet de serre, mais l'uranium, le nucléaire, c'est une énergie propre. Ils disent, d'autres pas encore qui est renouvelable. Alors que c'est une énergie fossile. Alors, on extrait l'uranium de la Terre aussi. Hein. Alors, le pic d'uranium, alors là, c'est pas du tout le même type que le charbon, le pétrole, le gaz. C'est ce qui compte, remarquez pour le charbon un peu aussi, l'uranium c'est un peu comme l'or, ce qui compte c'est la teneur du minerai. En fait l'uranium c'est de la terre, hein, avec une pelleteuse là, vous ramassez de la terre, et puis il y en a 0,01%, enfin il faut regarder les teneurs de la mine. La plupart du temps c'est des mines à ciel ouvert. Bon, les travailleurs, évidemment, sont dans une position affreuse, hein, quasiment de l'esclavage moderne, mais alors ça dépend du prix que vous êtes prêt à payer pour extraire de l'uranium. Plus la teneur est faible, plus ça coûte cher à raffiner l'uranium. Alors on dit en fait enrichir l'uranium. Par exemple, on le fait en France, vous savez, à l'usine de Tricastin, là, et dans la vallée du Rhône. Pour enrichir l'uranium, il faut 4 réacteurs nucléaires pour enrichir l'uranium en français et fabriquer du combustible pour les autres centrales nucléaires. 4, ça demande énormément d'énergie d'enrichir l'uranium. Alors maintenant, on le fait par diffusion gazeuse, mais on va changer. On va le faire par ultracentrifugation, comme font les Iraniens. C'est des sortes de lessiveuses là, qui tournent comme ça, très vite. Et puis les molécules, disons, les atomes, les plus lourds s'en vont les plus vite. C'est la force centrifuge qui les met à l'extérieur, un peu comme un panier à salade, quoi. Hein. D'accord. Alors, si vous êtes prêt à payer, vous voyez ici, $40 le kilo. À ce moment-là, le pic arrive vers 2020. Donc il y a une décroissance de la production d'uranium, parce qu'il y a toujours un calcul entre, évidemment, ça ne vaut pas le coup d'extraire du pétrole à 1 milliard de barils, ça ne vaut pas le coup, ça, cette personne n'en extraira. Et de l'uranium à, je sais pas, à $10 000 le kilo, personne ne le fera non plus. La plus grande mine d'uranium du monde, c'est les océans. Il y a énormément d'uranium dans les océans. C'est également la plus grande mine d'or du monde. Mais personne ne fait de l'extraction d'or dans les océans, parce que la teneur est tellement faible que ça ne vaut pas le coup. Économiquement, vous perdez de l'argent. Donc si vous voulez extraire de l'uranium à moins de $40 le kilo, vous piquez vers 2020. C'est pas loin, hein, dans 12 ans. Si au contraire vous dites, bon, je suis prêt à mettre $130 le kilo, plus de 3 fois plus.
investir. Donc du coup, le coût de l'uranium, le coût du combustible va être plus cher. À ce moment-là, vous reculez le pic, parce que vous allez évidemment extraire de l'uranium dans des mines moins bonnes, quoi, de moins bonne qualité, avec une teneur plus faible. Hein. Là, vous piquez vers, disons, de 2025, 2028, quoi. Et alors même, là, il y a des gars qui veulent aller plus loin, c'est toujours $130, bien, c'est ce qu'ils appellent avec l'IR, bon, peu importe. Vous pouvez piquer, là, vers 2040, 2035, 2040. Donc l'uranium, c'est pareil, ça n'est pas une énergie renouvelable, et donc il y aura également un pic de Huber et une décroissance du minerai, parce que c'est pas renouvelable. Donc vous voyez qu'il y a des pics de Huber partout, dans toutes les énergies primaires, sauf les énergies renouvelables. Contrairement à ce que disait Mme Bachelot, vous vous souvenez pas, elle était ministre de l'écologie, je dis Mme Bachelot, qui était dans Paris Match il y a 4 ans, 4-5 ans. Elle avait dit non, mais les renouvelables, il faut quand même être très sobre avec ça, parce qu'il faut les réserver pour les générations futures. Le soleil, le vent, il ne faut pas trop l'utiliser. C'est un truc. Ah non, c'était imprimé dans Paris Match. Hein. Bon, donc il y a un problème. Alors maintenant, il y a des gars. Alors tout ça, c'est encore Energy Group, là, pour ceux qui s'intéressent. Alors, il y a un gars, là on passe, ça devient très sérieux. Très très sérieux. Il y a un gars, mais ils sont 4 en fait. Il y a Chris Cluxton, et puis là, il y a la tête de Joël. Voilà, merci. Il y a le IA. Alors le IA, c'est le ministère de l'énergie américain. Les gens très sérieux. Hein. Les Américains ne sont pas du tout des écolos humoristes. Des gens sérieux. Et donc, ils ont fait des études sur le rapport entre la population mondiale, la population d'humains, je précise pour Joël, et la consommation d'énergie. Alors eux, comme ils font des études, attention, on a une vision la planétaire, et puis sur des siècles. Hein. Ils ont commencé, vous voyez, 1 million d'années avant Jésus-Christ. Bon, on n'était pas très nombreux, alors allons vite. Au moment du Christ, là, en l'an 1, encore qu'en l'an 1, il était déjà mort. Et bon, on continue. Alors là aussi, vous voyez que là, c'est l'échelle de l'énergie. Comment ils appellent ça? C'est des quads. Alors c'est des quadrillions, c'est-à-dire c'est des quadrillions, ça doit être des milliards de BTU. Comment c'est pas ce que c'est que le BTU, on s'en fout. Non, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la courbe, c'est pas les chiffres exacts. En tout cas, au moment du Christ, on était... Alors, en rouge, c'est donc l'énergie, et en bleu, c'est la population. Combien on est d'humains sur la Terre. Alors, au moment du Christ, on dépensait combien de 3,6 quads, et on était 200 millions. Bon, alors allons vite. En 1900, on a été 1 milliard en 1830. Il a fallu quand même 1830 ans entre 200 millions et 1 milliard. Et à partir du moment où on a commencé à extraire des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, là, la démographie mondiale a beaucoup cru au sens de la croissance. Là, on voit la corrélation entre la démographie et l'énergie disponible. Alors vous voyez qu'en 1800, bon, enfin encore, en 1900, eh bien, on était, c'est pas marqué. Donc en 1800, là, on dépensait 24 trucs minus, et on était 980 millions, parce que le premier milliard d'habitants n'a été dépassé qu'en 1830. En 1900, ben, je sais pas, moi, 1,5 milliard, peut-être 1,8 milliard, je ne sais plus exactement. Mais si on regarde 2000, alors vous voyez qu'entre 1900 et 2000, ça démarre très fort. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup d'énergie, et surtout beaucoup d'énergie fossile, et surtout beaucoup d'énergie fossile bon marché. L'énergie ne vaut rien. C'est pas cher du tout l'énergie. Je ne cesse de le répéter. Il y a même une seule idée qu'il faut retenir de ce que je vais raconter. Les énergies, c'est essentiellement les fossiles, le nucléaire, les renouvelables, ça compte pour du beurre, et l'énergie est très bon marché, même à 135 $ de baril, à 1,50 € le litre de super, c'est très bon marché. C'est moins cher qu'un litre d'eau, c'est moins cher qu'un litre de Fanta, de Coca, de jus de fruits, etc. C'est pas cher du tout. On n'est qu'au début du commencement des prémices de la grande croissance des prix de l'énergie. C'est rien ce qu'on vit actuellement. Or, ça va croître très vite. On va le voir, même ça s'est accéléré depuis l'année 2008, là, depuis le début de l'année. Mais évidemment, pendant le XXe siècle, ça a quand même beaucoup cru à la fois à la consommation d'énergie et la démographie. On est passé, disons, en 1900, supposons qu'on soit 1,8 milliard, on est maintenant 6,6 milliards. Quoi. Quand je suis né, on était moins de 3 milliards. Ah, ça pond. Hein. Et pourquoi ça pond?
Alors, vous allez me dire, là c'est assez utile. Normalement, quand on fait des courbes comme ça, c'est ce qu'on appelle une corrélation, un parallélisme entre la courbe de consommation énergétique et la courbe de la démographie mondiale. Une corrélation n'est pas une causalité ou une causation. Moi je pense, et c'est une hypothèse politique et un peu scientifique, que ce qui a fait qu'on est 6,5 milliards maintenant, c'est parce qu'on avait des énergies fossiles abondantes et bon marché. On n'aurait pas eu les énergies fossiles, on serait peut-être 2 milliards. Et d'ailleurs, les études de Buxton, là ils sont 4 ou 5 à avoir fait ça. Il y en a même des études qui recommencent en 95, celle-là date de 2007, mais il y en a d'autres. Eh bien, disent la chose suivante. Si on regarde, quand est-ce qu'il va y avoir le pic de l'énergie, toutes énergies confondues? On a vu le charbon, le pétrole, le gaz, le nucléaire, enfin, etc. Maintenant, toutes énergies confondues, quand est-ce que ça pique? Alors lui, il a fait 2 scénarios, parce que là aussi, il y a quelques incertitudes. Mais soit ça pique en 2025, soit en 2030. Disons, c'est entre les deux. Le scénario optimiste, c'est 2030. Le scénario, disons, réaliste, c'est 2025. Soit dans 17 ans. C'est très proche. Et vous voyez qu'après, ça descend sérieusement. Ça, c'est 2050. Ça, c'est 2100. La décroissance énergétique sera redoutable. À commencer par la décroissance du pétrole, qui commence aujourd'hui. Et alors du coup, si on a comme moi l'hypothèse à la fois politique, non pas d'une corrélation entre les courbes démographiques et énergétiques, mais d'une causation de la surpopulation humaine par l'énergie abondante, qu'est-ce que ça donne pour la population? Ben, ça donne ça. C'est-à-dire que si en 2025, on arrive à peu près à ça comme énergie, c'est en rouge, on arrivera peut-être à 7,2 milliards d'humains, et non pas du tout les 9 ou 10 milliards en 2050, comme racontent, disons, les gens de l'INED. L'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques, qui ont la théorie de la transition démographique. Ils disent, avec l'alphabétisation des petites filles dans le tiers-monde, eh bien, bon, on fera moins de femmes, les femmes auront moins d'enfants, et donc il y aura une transition un peu comme en Europe, où il y a 1,9 enfants par femme, etc. Donc on va se stabiliser vers 10 milliards en 2050. Je ne crois pas du tout à ça. La division des populations des Nations Unies est la même chose. C'est la théorie de la transition démographique par la hausse du niveau de culture. Ce fut vrai, mais avec le pic de l'énergie, ça va dramatiquement ne plus être vrai. Si c'est la causation de la démographie forte à cause d'une disponibilité énergétique abondante, lorsque l'énergie diminue, hélas, et là ça devient quand même très vite, la population diminue. Alors, il y a 3 manières de diminuer la population, hein. C'est les maladies, les famines et les guerres. Et quand je regarde les chiffres qui sont faits par ces études-là, vous voyez qu'en 2050, là, eh bien, on arrive à... Je ne vois pas le chiffre, c'est combien? 4 milliards. Et en 2100, c'est 2 milliards. Donc ça décime massivement. Oui. C'est la croissance de la population qui diminue. Non, c'est la population qui est décroissante. Non, c'est pas la dérivée seconde pour ceux qui parlent des maths. Hein. C'est pas la croissance qui diminue. Ça, c'est la dérivée seconde. Non, c'est la décroissance en termes réels de la population. La pente devient négative. On le voit bien là. Ça décroît. Je voulais vous poser une question par rapport dans les pays riches sont ceux qui consomment le plus d'énergie, et pourtant leur natalité est beaucoup plus basse que les pays pauvres qui consomment très peu d'énergie. Donc ça a l'air d'aller contre votre corrélation entre énergie et les populations. Non, parce que les pics, que ce soit le premier de pétrole ou les autres, comme je vous l'ai dit dans une de mes premières phrases, ça va toucher tous les pays, dans tous les continents, et ça va beaucoup toucher, non pas les pays les plus pauvres. Il y a à peu près 3 milliards de personnes qui vivent sans pétrole actuellement. Presque la moitié. Mais c'est évidemment les gens, notamment le 1,5 milliard des plus riches, plus les riches dans les pays pauvres. C'est ceux-là qui vont être touchés par la crise du pétrole. Les Américains. Un petit peu les pays pauvres. Par exemple, au Burkina Faso, bon, vous allez dans un village, la seule manière d'avoir de l'électricité, c'est un générateur diesel qui vous fournit l'électricité pour le poste de télévision collective, plus le dispensaire médical, plus l'école. Le diesel augmente, les prix du diesel augmentent, ils ne vont plus pouvoir acheter, c'est bien, ils sont tellement pauvres, ils ne peuvent plus acheter de diesel, et ils vont mourir. Donc cela, oui. Mais sinon, c'est chez nous. Les Américains vont être très sensibles, évidemment, à ça, parce qu'on est des drogués. Mais on est des drogués massifs, hein, encore une fois, massifs. Jean-Claude, ça va... Alors une question.
La natalité est très élevée. La natalité est plus en Chine et en Inde, pas très folle. Voilà, c'est ça. Alors, oui, mais en Afrique, il y a plus de gosses, c'est fait en Europe. C'est vrai, mais le problème... Donc il n'y a pas de coloration, c'est plutôt Pasteur et Fleming. Non, il y a trois causes principales de la mortalité, c'est les épidémies, les famines et les guerres. Les épidémies, ils sont déjà habitués, ils meurent d'ailleurs assez, c'est pas mal, mais les famines et les guerres peuvent être causées par le pic d'énergie, et notamment le pic de pétrole. Pourquoi? Parce que ça va être... j'ose pas dire des gros mots parce que vous allez paniquer, mais il ne faut pas paniquer, mais il faut bien avoir les chiffres en tête, sinon on rêve. Il y a des risques de chaos mondial. Donc, dans ces cas-là, même les Chinois de l'intérieur, même les Africains de l'intérieur, même les Indiens de l'intérieur seront touchés par ça. Hélas. Est-ce que vous avez vu une augmentation des lois liberticides sans la décrue énergétique? Parce que vous parlez de Mad Max. Oui, bien sûr. Au niveau du Social Act et du Patriot Act, est-ce que vous pensez personnellement, que c'est une façon l'autre d'encadrer une population qui va être dépendance énergétique et un sevrage énergétique? Oui. Il y a, on parlera tout à l'heure dans la deuxième partie, mais on peut répondre rapidement de la décroissance d'un point de vue politique général. Évidemment, même je vous dirais, je le dis maintenant, puisque vous m'interpellez, je ne m'intéresse pas spécialement à l'énergie et au pétrole. Ce qui m'intéresse, c'est la paix, la démocratie, la solidarité, la cohésion sociale. C'est ça, évidemment, l'acquestionnement principal. Qu'est-ce que vous pensez des États-Unis qui veut la paix prépare la guerre? Oui, mais ça, c'est depuis Alexandre le Grand. C'est pas les États-Unis actuels, ni M. Bush qui a inventé ça. Ça marche depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous pensez des salons de Daniel Genzer? Daniel Genzer. Le Suisse? Oui, non, c'est très intéressant. Alors bon, il y a évidemment, ça fait partie que parfois, quand on veut critiquer rapidement, les gens qui sont pour la théorie du complot, le 11 septembre, etc. On peut en parler si vous voulez, c'est pas tout à fait le sujet, je pense que c'est intéressant, mais moi je m'intéresse, chacun partage ses priorités. Il y a des gens pour qui la priorité, c'est le taux directeur de la Banque Centrale Européenne. Les autres, c'est la laïcité et le voile islamique. Les troisièmes, c'est nos retraites en 2040, comme aujourd'hui. Les quatrièmes, c'est le 11 septembre, c'est un mabouille de bouche avec Ben Laden. Moi, je m'intéresse à l'énergie. Bon, parce que je suis ingénieur si on veut, mais surtout parce que pour moi, c'est le problème number one, et de très loin. Le reste, on peut en discuter, mais on perd du temps. Et excusez-moi, qu'est-ce que ça donne quand on met en corrélation tous les facteurs que vous venez d'énoncer avec 6,4 milliards de personnes en dépendance énergétique? On va en parler peut-être au moment, dans quelques instants. Ça donne une gestion humaine, globale, onusienne si on veut, continentale, européenne, française, municipale, de quartier, très difficile. Ça donne des tensions sociales, je peux le dire même en une seule phrase, je l'ai écrit depuis des années. Je pense que ce genre de considération géologique, on a vu que la géologie pour l'instant qui n'est qu'un tiers du problème, c'est la plus grande épreuve qu'ait jamais affrontée l'humanité. Et pourtant Dieu sait si au XXe siècle, les plus anciens s'en souviennent, les autres aussi, il y a quand même des épreuves, c'était pas rien, Et les guerres mondiales, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oui, vous en faites, Plus fort, alors. On s'est toujours sorti des crises boursières dans une augmentation énergétique. On a toujours pompé plus pour sortir des crises boursières. Ouais. Bon, à l'heure actuelle, je ne vous fais pas le détail du cas qui est les indices. Là, actuellement, on a 86 millions de barils de pétrole. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont bien finir par comprendre que 5 $ en 24 heures, c'est interpellant. Dans le sens, 7, excusez-moi, j'ai un contrat. Discuter de la géologie, c'est bien beau pour expliquer les choses aux gens, mais moi je voyage beaucoup. J'étais à Bâle, à Zurich, j'étais au Parlement européen, j'étais député européen. C'est fort. On n'entend rien, monsieur. Alors, vous non mais d'accord, il faut proposer un avenir, mais je pense que si on n'a pas la base factuelle,
on se trompe totalement sur les politiques à suivre. C'est pour ça que Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy, ou 99% de mes collègues dans les gouvernements en France, en Europe et ailleurs, ou dans les parlements, se trompent totalement sur les politiques à suivre, y compris le Grenelle de l'environnement, le développement durable aussi, pour moi qui sont des billevesées absolues. Donc, si on passe, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la base factuelle. Ils pensent peut-être à tort, je pense à tort, c'est mon opinion. Hein. Ils ont une vision, peut-être, je ne dis pas comme vous parce que je n'ai pas encore vous ai interrompu, je m'excuse, qu'ils ont une vision que j'appelle continuiste de l'histoire. En gros, demain sera à peu près comme aujourd'hui, et même ils disent en mieux. C'est ce qu'on appelle la démagogie politique, votez pour moi, ça ira mieux demain, je vais chercher le pouvoir d'achat, la croissance à 3%, toutes ces conneries-là. Ça est totalement faux. Moi, ce que je vous dis là, c'est qu'il va arriver un accident comme jamais il est arrivé dans l'histoire de l'humanité depuis Homo sapiens il y a 50 000 ans. Donc là, vous pouvez toujours dire, oui, mais quand même, le 11 septembre, est-ce que c'est louche? Je m'en fous d'une certaine manière. On peut passer du temps à ça. Ce qui compte, c'est de prendre conscience que c'est des réalités matérialistes dont on parle. C'est pas des opinions ne m'intéressent pas, d'une certaine manière. Vous êtes en train de dire que les gens vont bouger quand ça va arriver, oui, franchement, dans oui. Ah oui, oui. Alors, pour dire les choses d'une autre manière, une politique volontariste, comme je le fais depuis des années, ce genre disons, de conférence débat, je l'ai fait déjà beaucoup de fois, ça fait des années, même ici, bon, on est sympathique, on est entre nous, tout ça, on y croit, eh bien, ça change peu la vie des gens. Et je l'ai fait au gouvernement, ça fait 11 ans que je suis à l'Assemblée nationale. Là, en face de Sarkozy, qui était ministre à Bercy en 2004, il y avait la loi de l'orientation sur l'énergie, j'ai parlé pendant des heures, pas une heure comme ce soir, pendant des heures, avec des centaines d'amendements sur la loi d'énergie. Je vais tout expliquer. Il y avait Sarkozy qui était ministre à Bercy, ministre de l'environnement, des finances, de l'économie et de l'industrie, et il y avait Devedjian qui était son ministre délégué à l'industrie. Pendant des heures. Regardez le journal officiel. C'est complètement public, le journal officiel de la République française. Bon. Rien. J'en ai parlé à Ségolène Royal, à François Hollande, à qui vous voulez, à Strauss-Kahn. Je suis copain avec Strauss-Kahn, on était ensemble dans le Val-d'Oise en 97. Lui était député de Sarcelles-Est, moi Sarcelles-Ouest. Rien, pas un iota, pas changer les politiques publiques. Ça a changé les politiques de l'armée. Bon, on continue, j'ai arrêté la parole. On continue. Ah ben il y aura plein de questions, oui, je vais accélérer. Alors là c'est parti, il n'y a plus d'énergie. Bon. Elle a terminé. Ah ça y est. Ça va repartir. Voilà. Bon non, c'est pas trop lui. Bon alors, donc voilà le tiers du problème qui est le tiers biologique. Alors maintenant, on va passer au choc économique. Ça c'était des sciences un peu dures. L'économie, c'est une science de baratineur, mais ça n'a pas de fondement scientifique. C'est pas parce qu'il y a des équations ou dérivées partielles, ou des martingales, etc. Le modèle néolibéral est une pure invention, une spéculation intellectuelle, qui d'ailleurs, il se trompe évidemment, il se trompe toujours. Toujours. Alors, voilà ce que disent par exemple les économies les plus respectées du monde en matière d'énergie. Vous voyez, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui est un organe de l'OCDE, des gens très sérieux. Bon, ils sont des centaines d'ingénieurs, d'économistes, de géologues, d'experts, quoi. Et leur but, leur seul boulot, c'est... ils publient, vous voyez, le livre tous les ans, World Energy Outlook. La Outlook, c'est la perspective de l'énergie mondiale. Ils sont chargés par les pays riches, puisque l'OCDE c'est le club des pays riches, ils sont chargés de dire où va-t-on dans l'énergie mondiale. Alors là, ils ont fait une perspective en 2030, vous voyez, tout est en croissance. Le pétrole croît, c'est les mêmes énergies tout à l'heure. Vous voyez, l'hydro, les renouvelables, le nucléaire, la biomasse, le gaz, le charbon et le pétrole. Tout croît. Voilà, là, oui, on est en 2000, enfin là c'était 2005 peut-être, tout est en croissance. Donc c'est un modèle énergétique qu'ils ont dans leur tête à eux, qui est contradictoire avec le mien. Il faut bien voir le contraste. Hein. On n'a pas du tout la même vision de l'avenir. Alors c'est pourquoi, on va faire la diapo suivante. Là c'est uniquement sur le pétrole, ça c'est que le pétrole. Et le pétrole, là c'est la couche rouge qui est là-haut. Mais tout est en croissance pour eux. Le pétrole va croître, la production et la consommation, jusqu'en 2030 et même au-delà. Le charbon, le gaz, les renouvelables, le nucléaire, tout est en croissance. Alors que pour moi, le pétrole va décroître aujourd'hui. Donc là, il y a une contradiction majeure, on peut dire, entre deux modèles du monde, entre deux visions de l'avenir, entre ce que j'appelle moi les cornucopiens, l'espèce d'optimistes BA,
qui sont des théologiens de la croissance, quoi. C'est des gars, ils pensent que la croissance, c'est pour toujours, quoi. Hein. Et moi qui pense que, regardons les faits les plus durs, hein, évidemment, allez voir les trucs du pétrole, allez voir des feuilles Excel de calcul de statistiques pétrolières, c'est chiant comme la pluie, mais si on regarde les choses, non, ça va décroître. Eux ne croient pas à ça. Excusez-moi, c'est pas que la demande qui va accroître comme dans le truc de l'OCDE. Ici, demande, primarie, énergie, demande. C'est pas la faute. Hein? C'est pas la faute, ça. C'est que la demande. Oui, mais je vous dis, c'est un peu sommaire, mais on suppose, c'est une hypothèse de travail, mais qui est juste à 1% près. Le 1%, il ne faut pas penser par anecdote, il faut penser massivement. Donc 1%, ça compte pour une buzz. Chaque année, la consommation, dans tous les domaines, consommation d'énergie, est égale à la production. C'est faux, parce qu'évidemment, il y a des gens qui font les stocks. Et donc les stocks varient un petit peu. Mais c'est 1%, c'est rien, quoi. Chaque année, donc, la demande est égale à la production. Chaque année. Donc si la demande augmente, la production augmente. C'est comme ça. À 1% près, on s'en fout du 1%. C'est ce qu'ils croient. Mais on est dans un monde de croyances. C'est de l'ordre de la religion, leur affaire. Vous allez me dire, moi aussi peut-être. Moi j'essaie d'être complètement laïque, complètement trivial, matérialiste, bas. Et même je suis même en dessous, dans le sous-sol. C'est même pas au ras des pacades, c'est en dessous les pacades. Et là, vous ne pouvez pas tellement tricher quoi, avec les trucs. Bon, il y a une, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas répéter, il y a une incertitude sur les réserves, mais enfin bon, continuons. Donc voilà ce qu'ils projettent, et c'est eux vraiment les principaux conseillers de tous les gouvernements des pays riches, c'est l'OCDE, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Ils sont bien plus écoutés évidemment que moi. Hein. Lorsque Sarkozy dit alors où est-ce qu'on va sur le pétrole, sur le gaz de charbon, il va voir l'OCDE, alors que disent le livre là, World Energy Outlook, c'est le livre qui est vénéré dans le monde, il est publié tous les novembre 2008 il y en aura un, et là tous les gens se précipitent, hein, un peu comme pour Harry Potter, en disant, alors qu'est-ce qu'il dit, etc. Bien entendu. Je dois dire que jusqu'à, il y a encore, à part en 98, il y a un autre directeur, mais jusqu'à encore cette année, dans leur livre, ça fait 35 ans qu'ils existent, ils n'ont jamais parlé du picole, jamais. Une espèce de négationnisme de la dépression. C'est purement idéologique, il faut bien voir des trucs. C'est un système de croyance. C'est pas fondé sur des études scientifiques de terrain, c'est un système de croyance. Hein? Oui. Je vais voir les Saoudiens récemment en disant le pétrole est trop haut, ouvrez les robinets. Oui. Et les Saoudiens disent non, vous n'ouvrez pas. Oui. Ont-ils les moyens d'inverser même provisoirement la tendance? Il y a une incertitude, c'est pas sûr, c'est pas sûr. 2%, parce que oui. C'est pas sûr. Bon, on en reparlera plus dans le détail si vous voulez. Je pense pas, je pense que même ils sont au taquet, comme on dit, c'est-à-dire que tous les robinets partout dans le monde sont ouverts à fond. Alors il y a peut-être 1 million de barils jour de marge de manœuvre, et encore. D'autant plus que maintenant ils comptent l'éthanol. Enfin, continuons. Alors le choc économique, c'est pas compliqué. Hein. Le pétrole, c'est comme les fraises. Je dis toujours cette blague. Supposons qu'il y ait une surproduction de fraises une année, mais que les gens n'en veulent pas parce qu'ils n'aiment pas les fraises. Et évidemment, les prix chutent. Il y a trop de fraises et pas assez d'acheteurs. Les prix chutent. Si au contraire, il y a une sous-production de fraises, il n'y a pas assez de fraises sur le marché, mais que tous les gens se précipitent sur les fraises, les prix montent. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande, qui n'existe pas, hein. C'est une invention des économistes. Mais quelquefois, ponctuellement, sur les marchés locaux, ça peut exister. Dans le pétrole, ça n'existe pas du tout, mais enfin, disons ça comme ça pour être rapide. Le prix, vous voyez, a beaucoup augmenté en 73, premier choc pétrolier, puis il a redescendu. Deuxième choc pétrolier, il remonte, et puis contre-choc, paf, il redescend à moins de $20. Puis alors là, bon, pendant les années 80, 90, là c'était l'exubérance énergétique, allez, allons-y, voilà, les avions, les bagnoles, allons-y, tout le monde était content, c'était la fête, quoi. Et alors, depuis 2002, c'est là, voilà 2002. En janvier 2002, il y a quoi? Il y a 6 ans, on était encore en dessous de $20, hein, enfin, juste au-dessus. Et puis maintenant, c'est ça, là. Et encore là, ça c'était, là c'est $100 le baril, et en fait maintenant on est ici, là. Pour ceux qui ont vu le film d'Al Gore là, sur le changement climatique, vous savez, il a le même truc là où ça monte comme ça, là, ça va monter comme ça. Parce qu'auparavant, c'est vrai que ça fait un yo-yo comme ça, un petit peu, typiquement les années 80-90. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et monte à grue. C'est fini. Maintenant, le prix du pétrole, il va faire ça. Pour toujours. Pour toujours. Le IA, c'est les Américains, c'est Energy Information Administration, avec l'accent Montélimar, et l'IEA, c'est l'International Energy Agency, les gens de l'OCDE.
Bon, alors ils ont deux courbes différentes parce qu'ils se bagarrent entre statistiques, parce que la géologie et même la production n'est pas une science tout à fait exacte, mais ce qu'il faut regarder encore une fois, c'est la forme de la courbe, pas le détail. Alors on voit qu'en 2002, là où le pétrole était encore à $20, on consommait à peu près 75 millions de barils jour, puis ça montait jusqu'en 2005, et là on commence à sentir que ça peine, là ça monte pratiquement plus. Alors là, ça a monté, donc 2005, 2006, vous voyez 2005, 2006, 2007, c'est pratiquement plat, ce qu'on appelle le plateau de production. On est au plateau là, après le plateau, ça redescend. Alors vous allez me dire, mais non, regardez, début 2008, là ça remonte. Oui, pourquoi ça remonte là? C'est l'éthanol. C'est l'éthanol. Maintenant, auparavant, on ne comptait pas l'éthanol dans ce qu'on appelle les liquides. Vous avez bien compris que ce qui compte dans l'énergie, c'est pas être solide comme le charbon, c'est merdeux le charbon, c'est solide. C'est pas être gazeux comme le gaz, c'est merdeux le gaz parce que c'est gazeux. Ce qui compte, c'est les liquides. Le liquide, c'est bien. C'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, on compte tous les liquides. Et maintenant, il commence à compter l'éthanol. Alors du coup, évidemment, ça fait des petites productions en plus, là. Mais, bon, l'éthanol, c'est pas évidemment un hydrocarbure. C'est, comme vous le savez, c'est des agrocarburants. Ne dites pas biocarburant, c'est pas bio, bien sûr. Hein. Et c'est une catastrophe à la fois écologique. Les émeutes de la faim, les famines mondiales actuelles, c'est l'éthanol. Manger ou conduire, il faut choisir. C'est sûr, ça. Donc il ne faut pas faire l'éthanol, il ne faut pas faire le diesel, un truc comme ça. Donc c'est ça qui a fait un petit peu augmenter les liquides depuis le début de l'année. Mais sinon, ce qu'on appelle le crude, le pétrole brut, c'est plat et ça va décliner maintenant. Bon, alors maintenant, troisième partie, ça c'était le choc économique. Troisième partie du choc, c'est le choc, on peut dire géopolitique, il n'y a qu'une seule diapo. Et la phrase qu'il faut retenir, c'est que le pétrole, c'est la guerre. Alors soyons rapides, c'est plus ou moins amusant, alors que c'est dramatique, hein, c'est dramatique absolument. Voilà, dans cette région du monde qu'on appelle l'Asie mineure, si vous voulez, hein, la mer Caspienne, le Golfe, là, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe depuis des millénaires. C'est là que ça se passe. C'est là que vous avez pratiquement les 3/4 du pétrole mondial à bas coût d'extraction, du bon pétrole pas cher. C'est là que ça se passe. Bien sûr, du pétrole dans le golfe de Guinée, au Mexique, au Brésil, et d'accord. Mais les 3/4, c'est là. Et en plus, c'est facile, vous grattez le sable de Mésopotamie, le pétrole, enfin le Irak, on dit maintenant, ça jaillit, quoi. C'est très facile à extraire. Là, un baril de pétrole en Irak, là, ça vaut quoi? Peut-être $2 à l'extraction. C'est donné. C'est donné. Parce que c'est facile. Si vous allez, au contraire, pomper un baril de pétrole en Alaska ou bien dans la mer du Nord, là, à moins 5000 mètres, là, c'est beaucoup plus cher. Parce que les conditions de génie civil sont plus difficiles. C'est tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, évidemment, les tensions internationales, les tensions militaires, les guerres, ça influe sur le prix du pétrole. Bien sûr. Et notamment la guerre d'Irak. Et donc on peut classer les pays qui sont là en deux types de pays. Il y a à peu près une trentaine de pays là, dans toute cette région, l'Asie mineure. Il y a les pays qui sont amis des États-Unis d'Amérique, c'est la Turquie et l'Arabie Saoudite, hein, qui sont amis de gré ou de force. On ne vous demande pas votre opinion de toute façon. Bon. Mais la Turquie, ils sont même plus ou moins amis des Européens. Ils disent ouais, nous aussi on est Européens, tout ça. Bon, il y a certains qui ne sont pas d'accord en France, mais on verra ça dans 15 ans, peut-être. Dans 15 ans, il va se passer des choses. Bon, l'Arabie Saoudite aussi, amis des Américains, il y a des bases militaires américaines, là, etc. Bon, bah, tout le monde est là. Les bases françaises aussi. Et les bases françaises? Oui, bah, bien sûr, mais à Djibouti, tout ça, mais bien sûr. Les Américains et les militaires en général sont là partout. Alors récemment, même, par exemple, l'Azerbaïdjan est copain avec les Américains, un peu plus qu'avec les Russes. Ils étaient satellites des Russes avant, etc. Bon. Alors ils ne sont pas copains évidemment. Alors il y a justement le deuxième type de pays, c'est les pays qui ne sont pas encore amis des États-Unis d'Amérique. Alors il y a par exemple l'Afghanistan. Depuis une bonne quinzaine d'années, essaie de faire des efforts pour devenir ami, mais il n'y arrive pas. Il y a l'Irak, qui notamment depuis 1991 et notamment depuis 2003, fait des efforts pour devenir ami des États-Unis d'Amérique. Mais ça va pas. Il y a l'Iran qui n'est pas du tout ami des États-Unis d'Amérique. Enfin, pas pour le moment. Parce que de toute façon, vous avez vu ce qu'il a dit Bush, on va apporter la démocratie et la paix au Moyen-Orient. Ce qu'il appelle le projet Grand Moyen-Orient. Bon, tout ça, évidemment, c'est du baratin pour les gogos. Hein. Ça n'a aucune validité, ce qu'il fait.
Pourquoi les Américains sont là, et les Français, et les Russes, et les Chinois, et tout le monde? Parce qu'il y a du pétrole. Bon, par exemple, pourquoi les Américains sont allés en Irak? Bien sûr, il y avait Saddam, c'est un dictateur, on est d'accord. Il avait des armes de destruction massive, c'était totalement faux. C'est parce que là, il y a beaucoup de pétrole à bas coût d'extraction. Du pétrole pas cher, du bon pétrole. Du light sweet, comme on dit. Il y en a beaucoup en Iran, il y en a beaucoup en Arabie Saoudite. Il y en a autour de la mer Caspienne, là, au Kazakhstan. Surtout là, ici, dans un nouveau champ, il n'est pas encore ouvert, qui s'appelle Kazakhstan. Kazakhstan. Il paraît qu'il y a 15 milliards de barils, je ne crois pas. Parce qu'il y a plein de bluffs. Tous les gens dans le milieu pétrolier sont des menteurs. Tout le monde bluffe. Ah oui, oui. J'ai encore une question. Oui, vous en faites. Micro. Après avec le micro. Après avec le micro. Oui, alors je voudrais votre avis sur la récente découverte en face de Rio de Janeiro de 41 milliards de barils de pétrole. Oui. Alors, dans le bassin avec une consommation de 86 millions de barils par jour, ce qui fait 1,33. Quand on consulte des tas d'informations, il y en a plein maintenant avec la folie d'Internet, le cyberespace, etc. L'information vient du responsable de la prospection chez Total. Oui, alors c'est d'autant plus un menteur, ça c'est sûr. Évidemment, il ne faut surtout pas croire les gens de Total. Les gens qui sont dans le milieu pétrolier, c'est par définition les super menteurs. Ils cachent tout ce qu'ils ont comme un nom là. Il y aurait eu, c'est du moins Petrobras, c'est-à-dire la grande compagnie pétrolière brésilienne, en face de Rio, offshore, en mer, il y a un bassin plus ou moins sédimentaire, parce qu'on ne trouve pas du pétrole partout. Contrairement à ce que font les Russes. Vous pouvez vous raconter l'histoire des Russes, mais non, je n'ai pas le temps, donc on racontera après si on a du temps. Il y a un bassin qui s'appelle le bassin de Santos. Ils ont découvert ce qu'on appelle des accumulations. Les accumulations, c'est des réservoirs de pétrole sous la mer. Bon. Alors, il ne faut pas croire qu'un réservoir de pétrole, c'est une sorte de lac souterrain, sous la terre ou sous la mer. C'est de la pierre ponce, où il y a des micro-gouttes qu'il faut pomper. C'est pas du tout des lacs où on vient avec... Non. Bon. Alors, ils nous ont dit, il y a un premier truc qui s'appelle Tupi. Tupi comme les Tupi Guarani, qui sont une ethnie indigène du coin de la région de Rio, et qui aurait à peu près 8 milliards de barils de réserve, d'accumulation de pétrole. Et puis ils en ont trouvé une autre récemment, où il y aurait, ils disent, je crois, 30 milliards de barils. 33 milliards, d'accord. Ils sont précis à 3 milliards près. Alors, pour le moment, ils n'ont même pas été voir. Il se trouve que c'est entre, disons, 7000 et 8000 mètres sous terre, et sous mer, parce qu'il y a la mer, et que, évidemment, il faut qu'il y ait une calotte pour retenir le pétrole, sinon il s'évapore. Et là, c'est une calotte de sel qui fait à peu près 1,5 km. Et le type de trépan qu'il faut pour forer, là, ils n'ont même pas encore les aciers spéciaux pour forer et casser la calotte de sel. Donc c'est du baratin. C'est une personne unique, chez Petrobras, un responsable qui a dit « Oui, on pense avoir découvert 33 milliards de barils ». C'est comme si, moi je disais, en dessous du 2e arrondissement, il y a 15 milliards de barils. Voilà, c'est du pifomètre, c'est du bluff. Alors peut-être qu'il y a, peut-être, mais bon. Pour le moment, c'est du pifomètre et c'est pour faire monter le cours. Plus vous déclarez que vous avez des réserves et plus votre cours en tant que compagnie pétrolière ou en tant que nation, comme par exemple l'Arabie Saoudite, plus ça monte. Donc vous avez intérêt à bluffer à la hausse pour dire j'ai beaucoup de réserves, et à ce moment-là, les investisseurs se précipitent chez vous et vous achètent des actions de votre compagnie. Mais c'est purement des jeux spéculatifs financiers, c'est du mimétisme international. La plupart du temps, les puissants secs, enfin bon, on pourra en discuter si vous voulez. Bon, alors voilà, maintenant, on a presque fini sur la première partie qui était la partie, disons, piquiste, disons les données géopolitiques, économiques et géologiques, et maintenant on va passer... Voilà, ça c'est le résumé, géologique, économique, géopolitique, d'accord. La dépression, les prix qui montent et la guerre. Donc l'avenir n'est pas très souriant. Alors maintenant on passe à la décroissance. Donc évidemment, comme l'énergie va décroître, d'abord le pétrole, qui est la plus grande énergie, eh bien, comme disait un de mes amis sociologues, on me dit, mais vous, est-ce que vous êtes pour ou contre la croissance, pour ou contre la décroissance? C'est pas le problème. Et moi, mon ami sociologue disait, la décroissance, je suis ni pour ni contre, bien au contraire.
c'est que, contrairement à notre ami Paul Ariès, que certains d'entre vous connaissent aussi, ou les gens de la décroissance des milieux lyonnais, il dit oui, la décroissance, c'est un projet de vie plus convivial. C'est même un projet politique. Je le souhaiterais, mais hélas, ça ne va pas être comme ça. C'est plutôt des gens optimistes. Il faut évidemment avoir un peu de joie spinozienne en soi. Mais ça ne suffit pas pour changer la réalité. La décroissance, pour moi, c'est un destin. On n'a pas à choisir si on est pour ou contre la décroissance. Elle est inéluctable. Elle arrivera qu'on le veuille ou non. Que Strauss-Kahn, Sarkozy, George Bush ou Barack Obama le veuille ou non, on va rentrer en décroissance. Non seulement en décroissance générale, mais même en décroissance économique au sens du PIB. Alors on a appris il y a une semaine, bon, alors Sarkozy était content, oui, finalement, la croissance de la France l'an dernier, la croissance du PIB, c'était 2,1. On pensait faire 1,9, on est content. Tout ça, on rêve, quoi. La croissance, pas en 2012, en 2015, ça sera moins quelque chose. Et là, ils ne savent pas faire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les modèles économiques qui sont dans le crâne des économistes, de tous les économistes, il y a en 99% des économistes, et que le Strauss-Kahn, qui vous voulez, de M. Patrick Artus, encore que Patrick Artus est parmi les plus lucides. Mais tous les gens du Conseil d'analyse stratégique, tout ça, ils ignorent tout. Hein. L'école d'économie de Paris qui veut faire la bisbille avec la London School of Economics, là, qui est ouverte dans le 14e d'ailleurs, dans ma circonscription. Bon, c'est des gens hyper savants, prix Nobel, tout ce que vous voulez. Ils n'ont même pas la connaissance de ce genre de problématique. C'est incroyable, l'ignorance de ces gens-là. Parce qu'ils ont un modèle qui est un modèle néoclassique, néolibéral en tête, et ils pensent avec leur modèle. Ils ont des œillères, quoi. Un peu comme... bon, alors je ne veux pas faire le parallèle avec les croyances religieuses, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui croient en Bouddha, d'autres en Ali, Mahomet, Allah, d'autres le Christ, d'autres rien du tout. Bon, disons que tant que c'est pas trop dangereux, ça va. Tant que c'est une croyance privée. Le problème, c'est que ces économistes, ces dirigeants politiques ou économiques, les grands chefs d'entreprise, ils croient à la croissance. Et ils ne savent pas comment faire quand il n'y a pas de croissance. Alors, par exemple, prenons plusieurs secteurs, là, ça devient très concret. Prenons les transports. Sinon, on est totalement drogués au transport. Hein. Quel est le mot d'ordre, disons, l'aphorisme qui résume les transports en Europe? Moi, je prends l'Europe, 500 millions de personnes, depuis 60 ans. Eh bien, c'est ça, plus vite, plus loin, plus souvent, moins cher. Et c'est vrai. Depuis la fin de la dernière guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, les gens vont plus vite, plus loin, plus souvent, et c'est moins cher. Le transport ne coûte rien. On va les séjours disponibles en Tunisie, à Chypre, à Jakarta, aux Maldives, où vous voulez, un petit week-end à Marrakech, allez, d'accord, c'est sympa, ça coûte pas cher, etc. C'est ça notre vie à nous, Européens. Bien entendu, ça n'est pas du tout la majorité de l'humanité qui vit comme ça. Il faut bien se rendre compte des chiffres là aussi. 3,5 milliards de personnes sur Terre ne font pas plus de 100 km autour de leur lieu de naissance. L'humanité est très sédentaire. Mais bien sûr, à la télévision, dans nos revues, dans nos journaux, dans le pub, Last Minute, machin, chez nous, au contraire, on a même, j'ai même entendu des gens, même peut-être parmi nous, même des écolos qui disent il faut le droit à la mobilité. On a le droit à la mobilité. En fait, le privilège d'ultra-riches qui ne se rend pas compte que plus de la moitié de l'humanité n'a aucun droit à la mobilité. Ils n'ont même pas le droit de manger, je vais vous dire. Mais on n'a pas le sens du partage, le droit à la mobilité. À pied. À pied, d'accord. Si vous voulez. Mais à ce moment-là, vous changez la civilisation. Hein. Je peux vous dire que ça ne serait pas pareil en Europe si tout le monde allait à pied. Hein. Bon. Et donc ça, c'est ce qu'on a effectivement mis en œuvre, les 500 millions d'Européens depuis 60 ans. Avec, évidemment, le triomphalisme de l'industriel européen, l'Airbus A380, qui est pour moi un avion mort-né. Ce sera un four économique, social, écologique. Alors, écologique, ils vont dire, oui, mais c'est quand même l'avion le plus subtil, le plus intelligent, qui utilise le moins de kérosène par passager. Bien sûr. Moi, j'ai visité aussi des plateformes en mer du Nord, mais c'est des cathédrales des mers, c'est magnifique. Ça, c'est de la technologie, ça, c'est de l'industrie. Mais c'est de la bêtise en même temps. C'est pas parce que c'est comme, on peut dire, une bombe thermonucléaire, c'est magnifique du point de vue intellectuel, c'est scandaleux du point de vue humain. C'est tout. Donc, comme les gars, ils n'ont pas une vision globale, une vision politique, ce sont des gens qui ont, comme tout le monde, comme nous-mêmes, hein, on est clivés, on a des modèles du monde, nous-mêmes, on est contradictoires. Selon les gens avec qui on est, le milieu avec qui on est contradictoire, c'est normal. C'est normal.
Mais eux, au point de vue économique, c'est pas bien rigolo. La croissance, la technologie ou le marché vont sauver le monde. C'est ça la religion, la technologie et le marché, et la croissance vont sauver le monde. Donc, c'est ça leur truc. Alors que, pour les raisons de pic, que je vous ai un peu lourdement et pédantement expliqué tout à l'heure, notre avenir, disons dans la décennie 2010-2020, si vous voulez dire, mais c'est quand? Ben, c'est 2010-2020. C'est ça la décennie de tous les dangers. Entre 2010 et 2020, il va falloir s'habituer à aller moins vite, moins souvent, parce que de toute façon, ce sera beaucoup plus cher, que vous le vouliez ou non. Regardez les marins pêcheurs, là. Il y a encore 3 ans, leur gazole était à 30 centimes, maintenant il est à 65. Or, il est totalement détaxé, hein. Il n'y a pas une seule taxe sur le gazole halieutique. Pourquoi? Ben parce que ça vaut plus cher. Il y en a moins, enfin c'est le pic et tout le baratin. On ne peut pas s'opposer à ça. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue politique, social et économique? Ça veut dire que la France, qui est le pays le plus touristique du monde, il y a à peu près 77-78 millions d'étrangers qui viennent dans notre beau pays en France pour voir le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel, Pigalle, le 2e arrondissement et tout ça. Donc on est les champions du monde du tourisme mondial. Le 2e pays le plus visité du monde, c'est l'Espagne, avec moins de 50 millions d'étrangers. Mais ça veut dire les hôtels, les cafés, les restaurants, les professionnels du tourisme, les tours opérateurs. Et donc avec la déplétion pétrolière, et notamment de l'avion, l'aviation vient avoir beaucoup de mal. C'est les avions qui vont mourir en premier. Les low cost, les charters. Donc c'est des milliers de gens qui seront au chômage. Et même des dizaines de milliers. Il faut bien voir le drame économique et social que c'est. C'est pas simplement des considérations écolo sur la géologie mondiale. C'est du terre à terre et de la gestion politique. Bon. Et donc ça sera ça. Alors essayez de dire ça dans un programme électoral, vous n'êtes pas réélu. Hein. Non, ça ne marche pas. Et pourtant, c'est notre avenir immédiat. Il ne faut pas avoir, je le répète une autre fois, n'ayons pas une vision continuiste du monde, une vision gradualiste du monde, disant bah, demain ce sera à peu près comme aujourd'hui. C'est véritablement une rupture de civilisation dont on parle. C'est pas ah ben les prix vont augmenter, donc on va demander aux contribuables et à l'État de nous aider parce que je suis un taxi, j'ai une bagnole diesel, etc. C'est une rupture de civilisation. Et même, alors, prenons une autre phrase un peu grave, il faut arriver à penser l'impensable. Dans la tête, quoi. Et donc à changer totalement notre mode de vie. Alors, totalement, mais oui, c'est aussi grave que ça. Aussi grave que ça. Hélas, personne n'a voulu, hein. C'est pas nous qui sommes responsables. Enfin, moi peut-être un peu. C'est pas vous, les jeunes. Bon. Alors ça, c'était pour les transports. Donc là, ça va faire très mal. Les transporteurs routiers, par exemple. Il y a à peu près 45 000 entreprises de transport routier en France. Le gars, bon, il a un poids lourd, ils sont 2, là, il travaille 70 heures par semaine. Tu vois, vraiment les prolos, les durs, quoi. Bon, c'est des malheureux. Ils gagnent même pas le SMIC. Ils vont mourir. Enfin, mourir au moins socialement, économiquement. Ils vont être balayés par la crise du pétrole. Balayés. Les marins pêcheurs, pareil. On leur donne, encore une fois, pour les calmer, 3 sucettes avec 110 millions d'euros. Mais ça va tenir quelques mois. Tout ça, c'est très mauvais. Il faut dire la vérité. D'autant plus qu'il y a la déplétion des poissons. Les poissons eux-mêmes sont de moins en moins nombreux parce qu'ils font de la surpêche avec des chalutiers halieutiques, je ne sais pas si vous le connaissez, les chalutiers pélagiques là, qui traitent. Ça fait 800 chevaux. Vous voyez, même des Mercedes comme ça, bon, c'est quoi, 150 chevaux, etc. Il faut voir ce que c'est que ils consomment, je ne sais pas, 800 litres de fuel par jour. Ah, ça turbine, hein, les chalutiers. Donc les mecs s'en sortent plus. Donc c'est des problèmes sociaux, politiques, humains, de solidarité qui vont organiser. Alors bon, ça c'était les transports. Qu'est-ce qu'on va voir? L'urbanisme. L'urbanisme, ça va être catastrophique. Pourquoi? Alors là, on monte là en gradation. Vous avez remarqué que ça commence à être tendu. Alors, il y a à peu près 4 types d'urbanisme dans le monde entier. Il y a l'urbanisme asiatique. Tokyo, Singapour, Hong Kong. Les villes verticales très denses. Là, vous avez la densité urbaine, hein, l'axe horizontal, la densité urbaine, c'est en habitants par hectare. Ab par HA. Et puis là, vous avez le nombre de litres d'essence par habitant et par an. Bon, les gars qui prennent leur bagnole pour aller au boulot, chercher le temps pour l'école. Et alors, évidemment, quand vous avez des habitats extrêmement denses comme en Asie, les types ne prennent pas les bagnoles. Ils vont à pied, en vélo ou en transport en commun. La ville qui a les meilleurs transports en commun du monde, c'est Tokyo. Hein.
La deuxième, c'est Paris, mais Paris intramuros. Pas, évidemment, le grand Paris, là, dont on parle. Intramuros, ça va, il n'y a pas besoin de bagnole à Paris. Mais Tokyo, très dense. Et donc, les types, vous voyez, ils font quoi? Peut-être 200 litres par an. Alors après, vous avez les villes européennes, là. Paris est par là, je crois que c'est à Paris. Là, on fait plutôt... Bon, puis vous avez Hambourg, je vois pas très bien, là, c'est du quoi. Amsterdam, Copenhague, Londres, etc. Voilà le type d'habité européen. On est dense, il y a des centres-villes, mais ça commence à banlieusardiser quand même un peu, hein, ça commence à s'étendre. Bon. Donc on développe plutôt 400, 300, 400, 500 litres d'essence par an pour la bagnole. Vous avez les villes australiennes qui sont là. C'est quoi là? Toronto. Ah, c'est le Canada, merde. Bon, alors, les villes australiennes, là, Melbourne, Sydney, Perth. Bon. Alors, l'Australie, c'est déjà un grand continent, il n'y a personne. Donc, les gars s'étalent. Mais alors, là où ça s'étale, c'est les États-Unis d'Amérique. Vous voyez là? Là, tous les Américains habitent en banlieue, très loin. New York n'est pas une ville américaine. New York est une ville asiatique. Une ville offshore, c'est une verrue asiatique, pas de type urbaniste. Je ne parle pas des gens eux-mêmes, encore qu'il y a Chinatown et tout ça, c'est sympa. Mais quand vous pensez à Amérique, ne pensez pas New York, pensez Oklahoma City. Oklahoma City qui est un trou de plouc, où ils sont 10 fois grands comme Paris par la surface de la ville, alors qu'ils sont, je ne sais pas, ils ont peut-être 200 000 habitants. Non. Hein? Non, plus. Nantes, c'est pareil. Nantes, oui, non, Oklahoma City, c'est la banlieue. Aux États-Unis d'Amérique, vous n'avez pas de bagnole, vous mourrez en 2 jours. C'est pas compliqué. Ah, mais c'est ça! Ils sont totalement pris. Nous, on peut encore à Paris, on peut se démerder. Bon, il y a le métro, le Vélib, il y a le boulevard des Maréchaux avec le tramway, tout ça est sympa, tout ça. Bon. Mais là-bas, ils habitent tous en banlieue. Pas de bagnole, parce qu'il faut faire, pour aller, ils n'ont pas de commerce de proximité, on va voir tout de suite, commerce de proximité. Il faut aller à Walmart, qui est l'équivalent de Carrefour chez eux, c'est la plus grande boîte du monde, Walmart. Il faut faire 40 km pour aller faire ses courses, 50 km pour aller bosser. C'est ça la moyenne américaine. Pas de bagnole, vous êtes mort. Il n'y a pas de transport en commun, pratiquement. Bon, alors ça, donc, ça va être catastrophique, parce que la banlieue va beaucoup souffrir, parce que alors, vous avez besoin de votre bagnole pour vivre. Quand l'essence coûte plus cher, la part du budget énergie dans votre budget familial, qui est à peu près, disons, de 10% maintenant, elle va passer à 15, puis à 20, puis à 30. Et alors, comme l'alimentation, ça va être pareil, parce que l'énergie dicte tous les prix. D'abord, le pétrole est un prix directeur pour toutes les énergies, donc l'électricité, le gaz, tout va augmenter. Et après l'énergie, c'est l'alimentation. Quelle est, depuis 60 ans, l'alimentation des 500 millions d'Européens? Encore une fois, pensons en masse, pas en anecdote. C'est, je bouffe toute saison, tout continent, toute viande. Je mange beaucoup de viande, elle vient de tous les continents, j'ai des ananas, des bananes, des kiwis, des oranges, du raisin toute l'année, et puis je mange beaucoup de viande, ça c'est des côtes de porc. Voilà, les marins pêcheurs de Guilvinec ou de la Turballe, si vous voulez, voilà un chalutier pélagique, voilà une machine agricole, etc. C'est ça l'agriculture européenne, c'est ça notre alimentation. 80% de notre alimentation, de nous les 500 millions d'Européens, c'est ça. Évidemment, ce n'est pas du tout la même alimentation. Les 4 milliards autres d'habitants qui sont pauvres ne mangent pas du tout ça, pas du tout. Encore une fois, c'est le milliard et demi des privilégiés, hein. Nous. Et alors, pour les raisons que j'ai dit précédemment, le pic et tout le baratin, eh bien, il faut manger, et de toute façon, on n'aura pas le choix. Il faudra manger plus saisonnier, au lieu de toute saison, plus local, au lieu de tout continent, et plus végétal. Non pas que je sois un végétarien intégriste, j'aime bien, je sais pas, le beefsteak si vous voulez, c'est pas le problème de savoir si on aime ou n'aime pas, c'est pas un problème d'opinion, c'est un problème de fatalité qu'il faut anticiper pour organiser la démocratie, sinon la démocratie sera morte, pour répondre à monsieur. Donc si on n'anticipe pas ça, et si on dit la fête continue, allons-y, etc., on va être le nez dans le mur dans quelques mois, dans quelques années, et ça sera dramatique. 5 ans. Ça ne rigole plus du tout. Comme ça. Sinon, on va... Alors, c'est pas tellement pour moi. Moi, je veux dire, vous voyez, je suis un vieux mâle blanc occidental. Bon, je n'ai pas eu de guerre parce que je suis né après la Deuxième Guerre mondiale, pas après la guerre d'Algérie. Bon, j'ai eu mai 68, je suis un ancien combattant. J'ai eu les antibiotiques, la télé en couleur, la sexualité gratuite, enfin tous les trucs sympas. Même, alors je vais vous le dire, j'ai été à 200 km/h dans une Aston Martin en 64. Oh là là là. Mais c'est la jouissance. C'était formidable, quelle belle vie. C'est fini, la fête est finie. On ne pourra plus le faire.
Et il faut bien dire, c'est à la fois une génération d'humains, je parle en Europe riche, hein, je ne parle pas évidemment des pauvres du tiers-monde, une génération d'humains qui a vécu une époque exceptionnelle, qui n'a jamais eu lieu avant dans l'histoire, et qui ne reviendra plus jamais. L'exubérance consumériste des années 60, 70, 80, c'est fini. Vos parents, vos grands-parents, j'ai des petits-enfants, etc., on a gaspillé, on a consommé, on était là, les rois, c'est fini. Donc l'avenir n'est pas du tout le même que moi j'avais dans les années 50 quand j'étais gosse, quoi. Pas du tout. C'est un avenir beaucoup plus, comment dirais-je, énigmatique, mais quand même sombre. Hein. Et comme c'est vous, par les jeunes, par exemple, ou madame, là, bon, c'est vous qui allez le construire, hein. Donc, il faut bien voir que c'est un problème essentiellement éthique et politique. Il faut connaître la géologie, l'économie, la géopolitique, les guerres, mais le problème, c'est des choix politiques, des choix de vie, aussi bien au niveau individuel, au niveau du quartier, au niveau du deuxième, au niveau de Paris, au niveau de l'Île-de-France, de la France, de l'Europe et du monde. C'est à tous les niveaux qu'il faut agir. Il n'y a pas un niveau privilégié. Tous les niveaux. Bon, alors, voilà d'ailleurs, ça c'est pour rigoler, la croissance réelle au sens PIB en France depuis 60 ans, hein. Voilà la première décennie là, entre 60 et 69, vous voyez. Oh là, c'était le bon temps, 5,6% en moyenne sur 10 ans. Imaginez. Alors, 68, là, bon. Et voilà, alors donc là aussi, c'est une courbe qui est pas, et je pense que là, c'est les 5 premières années du siècle, simplement. On a fait 1%. C'est en France, hein, 1,5% en moyenne. Bon, on va voir combien on fait entre 2005 et 2010. Et puis après 2010, on va passer en dessous. Hein. C'est comme ça. Bon, donc il faut s'y préparer, il faut anticiper. Et c'est là que les gens me disent « Ah, mais vous êtes vachement fataliste, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à se suicider, ou au contraire profiter des derniers beaux jours. » Mais c'est ridicule. C'est précisément maintenant qu'il faut faire preuve de la plus grande créativité politique, avoir une imagination débordante pour changer le monde complètement. C'est maintenant qu'il faut créer le monde. Si on a le conformisme du PS ou du MP, là vous êtes cuit, hein. Ça ne marchera pas. Avoir une politique tendancielle d'autosuffisance locale et régionale, notamment dans le domaine énergétique et alimentaire. Je dis bien locale et régionale, hein, c'est pas même la France. Il faudrait par exemple que l'Île-de-France soit autosuffisante en alimentation, vous imaginez? Alors là on n'y est pas, hein. Quand on voit l'empreinte écologique de l'Île-de-France, c'est une catastrophe l'Île-de-France. Alors je n'ose pas le dire, mais je vais vous le dire quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la population de l'Île-de-France? On va me traiter de Pol Pot, mais je m'en fous. Il faudrait dépeupler l'Île-de-France. On est 12 millions en Île-de-France. C'est intenable. Moi, je ne vivrai pas en Île-de-France en 10 ans. C'est sûr que ça ne va pas être vivable. Tout repose sur Rungis. Lorsque Rungis s'effondre, et Rungis va s'effondrer, mais en quelques jours, il y a évidemment des saccages de magasins et il y a partout. En 2018, dans 10 ans, je ne sais pas s'il fera bon vivre à Paris. Hein. Voilà le genre de truc auquel il faut penser à l'avance. La bouffe vient de très loin. L'Île-de-France. Prenons l'Île-de-France, on est en Île-de-France. Bon, les départements, bon, la moitié de l'Île-de-France, c'est la Seine-et-Marne, qui est très verdâtre, enfin qui est très verte, hein, il y a encore de l'agriculture. Mais enfin, visiblement, avec 12 millions d'habitants, l'Île-de-France n'est pas autosuffisante en aliments. Et ça vient de partout dans le monde, même pas simplement du reste de la France ou de l'Europe. Donc on est très dépendant d'importation en Île-de-France de notre bouffe. Et donc il faut voir ce que c'est Rungis, allez-y un peu, là, c'est une usine qui tourne 24 heures sur 24. Donc évidemment, si les camions... Parce que, bon, on en reparlera tout à l'heure. Je vais terminer parce qu'après, je ne vais pas être seul à parler. Il y a d'autres... Alors, donc ça c'est le principal au point de vue matériel. La tendance à l'autosuffisance alimentaire et énergétique. C'est très long à mettre en place. Hein. Ça demande des décennies. On ne change pas comme ça l'Île-de-France. Impossible. Le problème, c'est que la matière première la plus précieuse du monde, c'est le temps. On aurait fait ça il y a 40 ans, en 68, on aurait pu avoir une transition à peu près pacifique. Je pense qu'il est trop tard maintenant. Il va y avoir transition. Bon, elle est inéluctable. Mais ça risque de secouer, je ne veux pas en dire plus, parce qu'on a trop tardé. Les dirigeants politiques et économiques ont trop tardé, ils ont été aveugles. Alors après, décentralisation, géographie des pouvoirs, moi je suis pour une France fédérale. Bon, Lénine disait il y a un siècle tout le pouvoir aux soviets. Moi je dis tout le pouvoir au canton. Alors, relocalisation économique. Alors c'est pour dire à monsieur là, vous parlez de la Chine, on importe beaucoup de Chine actuellement, mais la mondialisation va se démondialiser à cause du chaos, à cause de la guerre et à cause du prix. Les prix des transports
Et la sécurité des transports diminuant, enfin les prix montant et la sécurité diminuant, on va importer de moins en moins. Il y aura une relocalisation de l'économie.